Ok. Bonjour, merci d'être venus si nombreux ce dimanche matin, un peu frisqué. Je m'appelle Michael Hausman, donc je suis ethnologue, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Je suis américain, mais j'ai fait toute ma formation et toute ma carrière en fait en France. J'ai travaillé au début au Cameroun, au sud Cameroun, surtout sur la parenté et l'organisation sociale. Et puis par la suite, je me suis beaucoup intéressé aux rituels et à l'organisation des événements cérémoniels. Et puis, plus récemment, je me suis intéressé aux activités dites spirituelles, donc issues des mouvances New Age, néo-païens, de développement personnel. Et ces pratiques m'ont changé la vie. Non, disons un peu, intellectuellement, quoi. Et donc, on va parler de ces pratiques aujourd'hui. Ce n'est pas évident que vous avez, certains d'entre vous ont peut-être une idée de quoi je parle. J'ai amené une série de photos qui donnent un petit peu une idée, donc, voilà, de la variété des éléments. Donc, découverte du chamanisme, hein, c'est le néo-chamanisme. Le chemin de l'immortalité, retrouver la continuité de la conscience. Hein, traverser le voile de la mort. Ça, c'est des druides en Bretagne. Ça, c'est des druides en Angleterre, à Stonehenge. C'est retrouver sa divinité. Là, c'est plutôt avec une inspiration de l'ancienne Égypte qui viendrait nous apporter des connaissances. Ça, c'est la biodanza. Hein, c'est des danses particulières. Il y a différents types de danses qui participent à ces mouvements-là, qui peuvent être soit des danses de type statique, soit plutôt des danses méditatives, soit des danses comme le biodanza qui cherchent à rencontrer soi-même au travers de la rencontre de l'autre, ce genre de choses. Le massage de bien-être pour le coup, hein, comment être contre ce genre de choses. Les cristaux, disons, avec des pouvoirs de guérison, des chants harmoniques, constellations familiales, hein, la programmation neurolinguistique aussi peut faire partie de ces choses-là. Ça, c'est une néo-chamane hongroise avec son tambour, sympathique. Le shiatsu, le qigong, le reiki. Là, c'est plutôt un groupe de gens qui sont en train d'expérimenter l'ayahuasca, plutôt en Amazonie péruvienne. De la peur du manque à l'abondance, c'est un des mots qui revient souvent. C'est deux mots qui reviennent souvent, le manque et puis l'abondance auquel on peut accéder. Ça, c'est un maître assassiné, je crois qu'il s'appelle Ishtar, celui-là, je ne suis pas sûr, qui est déjà très avancé, beaucoup plus que nous, qui nous ont précédés dans le cheminement que nous reste à faire, mais qui peut nous aider, notamment à travers le channeling, à accéder à certaines sagesses. Ça, c'est le Burning Man, grande célébration, une ville qui se construit pendant 2 semaines en plein désert tous les ans. Le cercle des femmes, le voyage initiatique au cœur de la sensualité. Ça, c'est avec des dauphins, quoi. Là, c'est une rituel mise en scène d'un rituel Wicca, hein, le grand rite, la rencontre des principes féminins et masculins qui soutient l'équilibre de notre univers. Ça, c'est une sorte de, je ne sais pas comment on dit en français, hand fasting, c'est l'équivalent d'un mariage, encore une fois, là, plutôt néo-païen. Améliorer vos relations. Conduire sa vie par le pouvoir des valeurs, là aussi, difficile d'être contre une proposition pareille. Là, c'est un hôtel, encore une fois, Wicca, plutôt pour Simon, c'est-à-dire pour la période de la Toussaint, avec ces éléments très hétéroclites qui le composent. Là, c'est pour l'archange Raphaël, Dieu guérisseur. Voilà un néo-païen
des pays de l'Est. L'ascension divine et donc désir, connaissance, conscience et guérison. Alors, toutes ces idées, toutes ces pratiques, en fait, participent à une sorte d'idée de la construction, de l'accomplissement, la pleine réalisation, l'épanouissement de soi, et comporte un travail qui a deux caractéristiques qui font qu'on peut aisément le qualifier de spirituel. Tout d'abord, l'initiation et la guérison dans ces pratiques sont étroitement conjuguées. C'est des démarches qui sont entreprises avec l'idée d'accéder à quelque chose qu'on ne connaissait pas, de franchir des paliers d'un certain savoir. Et l'idée, c'est qu'en faisant ça, on participe à une sorte de mouvement de guérison de soi-même. Donc il y a cette histoire d'initiation et de guérison qui vont ensemble. Et puis l'autre chose caractéristique de ces pratiques, c'est qu'il y a une continuité entre l'accomplissement individuel et la restauration, la reconnaissance, la contribution, la participation à une totalité d'ordre supérieur auquel on concourt à faire advenir comme il se doit d'être. Alors, ces totalités d'ordre supérieur auxquelles l'individu participe, et l'idée c'est que plus que moi j'avance sur mon chemin, le plus que je contribue à faire advenir cette chose plus large, ces totalités sont très variables et en fait on peut distinguer entre ces différents mouvements en grande partie en référence au type de totalité qu'ils préconisent. Des activités de type New Age issues des années 60 où il s'agit d'atteindre son plein potentiel spirituel, le channeling, le développement personnel, le néo-chamanisme. C'est plutôt des entités intangibles comme l'énergie, l'univers vibratoire, le soi véritable. Et on voit ça dans une sorte d'individus cosmiques un peu rayonnants comme ça, qu'on retrouve sur beaucoup des sites, par exemple, de cette mouvance-là. Tandis que, par exemple, le néopaganisme, qui est émergé dans les années 40, qui a connu un essor de plus en plus important, où il s'agit de renouer avec une sensibilité plutôt pré-industrielle, avoir une expérience renouvelée du corps et de la nature, c'est des entités plus naturelles, c'est plutôt la terre-mère, c'est plutôt des cycles célestes ou des cycles saisonniers, la communauté des êtres, à laquelle moi, par mon avancement personnel, je tiens à participer. Et là, vous voyez, ça c'est par exemple plutôt, c'est la déesse Gaïa, c'est par un des fondateurs d'une des grandes mouvances néo-païennes, un peu grouillant de vie de toutes parts, qui fait contraste avec. Alors, moi je ne vais pas être préoccupé je ne vais pas me préoccuper des croyances des personnes, qu'auraient des personnes qui participent à ce type de pratiques. Je vais plutôt me concentrer sur les pratiques elles-mêmes, en les envisageant non pas comme un lieu où s'exprimeraient, où seraient mises en acte certaines croyances, mais au contraire, qui seraient à même d'engendrer certaines façons de se vivre, de se comprendre, de comprendre sa place dans le monde dans lequel on est. Et donc, ces pratiques de type New Age, néo-païen, développement personnel, je vais chercher à ce qu'on puisse les prendre au sérieux comme des phénomènes bien structurés et qui se rapprochent par beaucoup de façons à ce qu'on convient d'appeler des rituels. Alors, on va commencer large avec la notion de rituel ou de pratique ritualisée. Je vais peut-être me mettre debout parce qu'il va falloir que je fasse des actions. Attendez. Ok. Alors, oui, merci. Bon. Alors, en fait, je vous invite de penser au rituel moins comme un type d'événement ou un type d'interaction qui existerait dans le monde que plutôt comme une façon particulière de participer aux événements, aux interactions. C'est-à-dire une certaine façon de faire attention à ce qu'on fait avec d'autres qui tranche à sa façon de participer ou de faire attention aux choses dans la vie quotidienne.
Dans la vie quotidienne, disons que l'idée qui préside à la plupart de nos interactions part du principe que ce que je fais exprimerait ce que je pense et ce que je ressens. C'est-à-dire que si je me mets en colère, c'est que je suis fâché. Si je pleure, c'est que bien que je suis triste. Alors, il n'y a pas une équivalence exacte, parce qu'il se peut que je pleure justement pas tellement parce que je suis triste, mais parce que je veux qu'on fasse attention à moi. Mais, donc ce n'est pas une description de ce qui se passe, mais c'est plutôt le prémisse qui gouverne le fait de pouvoir participer avec d'autres à une interaction de type quotidienne. On suppose que les actions des uns des autres sont intelligibles comme l'expression de leurs pensées et de leurs sentiments. Dans le cas du rituel, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que j'entreprends des actions et je suis plutôt attentif à l'éventualité que le fait d'accomplir certaines actions puisse avoir un effet sur mes dispositions, sur la façon que je pense, la façon que je ressens les choses. Donc en fait, c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire que dans le premier cas, je suis toujours dans la position de dire, compte tenu de ce que je pense et je ressens, et compte tenu de ce que je peux inférer des pensées et des ressentis de l'autre, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et on interagit un peu comme ça. Tandis que dans le cas d'une participation à l'action rituelle, c'est plutôt compte tenu de ce que je fais, et compte tenu de ce que je perçois que l'autre fait, ben, qu'est-ce que ça me fait? Comment ça me touche? Encore une fois, dans le cas des rituels, c'est plutôt le fait de faire des actions qui est significative. Et l'idée, c'est que de faire ces actions-là, je les fais parce que ça a une incidence sur moi. Et pas comme dans la vie ordinaire, où au contraire, mes actions sont plutôt l'expression de ce que moi je ressens. Alors, cette idée de rituel, cette façon particulière de faire attention, qui met ce qu'on fait en premier, avec l'idée que ce qu'on fait va m'affecter, en fait, c'est toujours potentiellement présente. Et c'est assez facile à engendrer. Si, par exemple, moi, je fais comme ça, tout naturellement, vous pensez qu'en fait, si j'ai bu de l'eau, c'est parce que j'avais soif. Mon action de boire de l'eau exprimerait, notifier le fait que moi, j'avais le sentiment d'avoir soif. Mais si je fais comme ça, alors là, l'hypothèse que je buvais simplement parce que j'avais soif commence à s'éroder un peu, et on se demande si en fait le fait de faire cette action n'a pas une certaine valeur en lui-même. Et que donc l'action serait premier, et le fait de faire cette action, ben, c'est parce que ça a un effet que je le fais. Et là, on est plutôt sur le versant rituel. Alors la question, donc vous voyez, c'est le genre de choses qui peut venir comme ça à tout moment. La question, c'est qu'est-ce qui fait que ça stabilise à un moment donné? Bon, alors il y a plusieurs facteurs. Jusqu'à quel point est-ce que les actions en question sont partagées par tout le monde? Si tous les intervenants faisaient ça, par exemple, déjà, ça stabiliserait ça en tant que rituel. Mais surtout, c'est l'organisation de l'action lui-même. C'est-à-dire qu'il faut que l'action ait une certaine complexité, une certaine indétermination qui fait que c'est difficile de le ramener à une intelligibilité en termes ordinaire, c'est-à-dire en termes des actions qui seraient l'expression des ressentis et des pensées des acteurs. Il faut que ça soit une sorte de grumeau, en quelque sorte, qui résiste à l'intelligibilité ordinaire. Et il faut donc que cette sorte de qualité un peu qu'on a fait avec ça puisse s'appliquer de façon suffisamment systématique pour que ça puisse se stabiliser. Et dans la mesure que ça devient effectivement en partie intelligible en termes de façon de faire et de motivation quotidienne, ben c'est difficilement contestable en référence à des façons de faire et des motivations ordinaires. Et du coup, des actions rituelles deviennent un peu autoréférentielles. Elles prennent comme une valeur, elles s'imposent à nous comme ayant une valeur en elles-mêmes. Et pour avoir le plein sens de cette action,
ben, il faut le faire. C'est dans l'accomplissement même que là, on accède à ce que faire ça pourrait vouloir avoir comme sens. Et que de cette façon, les rituels fournissent en quelque sorte les conditions de leur propre perpétuation. Si en fait, pour les appréhender, il faut que je le fasse, ben, du coup, je le refais. Alors, il y a deux manières, selon moi, pour mettre en place cette complexité, hein, ces sortes de grumeaux indigestes, là, disons, quotidiennement indigestes. Et le premier est typique des rituels classiques ou canoniques, et c'est de travailler à partir des comportements que composent les activités en question. C'est-à-dire que dans ces rituels de type classique, ça repose sur l'idée que certaines actions auraient une valeur et une efficacité en elles-mêmes. Et donc, il faut les faire de façon qui convient de les faire, parce que c'est de cette façon-là qu'ils ont leur efficacité. Ça veut dire qu'on s'efforce de répéter ce que d'autres auraient fait avant moi. C'est du coup, les actions que je fais, je ne les invente pas, je les répète, ils sont référés à certaines autorités, que ce soit des ancêtres, que ce soit la tradition de façon générale, que ce soit des écrits sacrés ou quoi que ce soit. Ces autorités qui m'ont précédé et dont, en répétant les actions, je fais durer la tradition que j'ai héritée d'eux. Donc il ne s'agit pas d'inventer, il s'agit d'accomplir des actes stipulés. Donc ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on pense qu'on fait, ce n'est pas ce qu'on dit qu'on pense qu'on fait, mais c'est ce qu'on fait. Moi, quand je me suis marié à la mairie du 11e, j'étais très préoccupé, je pensais au fait que je m'unissais avec ma femme devant d'autres gens, de témoins, et puis officialisé par par l'État. Mon cousin Georges, qui s'est marié une semaine plus tard à la même mairie, manque de peau, c'était un moment où il loupait un match de football auquel il tenait beaucoup. Et en fait, il m'a dit après, il n'arrêtait pas de penser au football et ce qu'il aurait pu faire. Il est marié comme moi. Hein? C'est les actions qui comptent. Alors, un exemple, peut-être un peu plus élaboré que Georges, c'est le fait d'allumer une cierge pour la Vierge Marie. Alors, il s'agit de faire quoi? Il s'agit d'accomplir une série d'actes dans un ordre particulier. Je mets ma pièce, je choisis ma chandelle, ensuite je choisis l'emplacement, je vais l'allumer, je vais peut-être m'agenouiller, peut-être regarder la Vierge, peut-être dire quelques mots, de prier. Il ne s'agit pas d'avoir une solennité excessive, mais il convient de faire les choses à la façon qui doivent être faites, et je fais attention à ça. Et puis, je ne le fais pas théoriquement, je le fais personnellement, c'est-à-dire c'est moi qui le fais. Et quand je suis en train de faire ce genre de choses, je suis en train de construire, de mettre en forme et en acte une relation entre moi et la Vierge Marie. Et là, ces relations non pas causales, analogiques, logiques, mais une relation dont la matrice, c'est la relation interpersonnelle, c'est-à-dire une relation qui est soutenue par un engagement émotionnel, affectif, et par un certain positionnement intentionnel avec la Vierge. Et donc c'est important, c'est pas, on n'a pas besoin de rentrer dans la psychologie des acteurs, c'est simplement les implications émotionnelles et intentionnelles des actions qui sont faites. Par exemple, à ce moment-là, lorsque je suis en train de mettre ma cierge à la Vierge Marie et tous ces actes-là, les termes de la relation, moi et la Vierge Marie, en fait, c'est un peu flottant. Je ne me pose pas la question. Est-ce qu'elle est vraiment vierge? Est-ce qu'elle porte toujours du bleu et blanc? En fait, tout ça, c'est non pertinent. Ce qui est pertinent, c'est la relation. Et cette relation, elle est très soigneusement définie, les contours particuliers, par les actions que je suis en train de faire. Elle veille sur moi. Elle est généralement plus haut que moi. Elle m'écoute. Je peux tout lui dire. Tout le monde peut faire ça. Ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, la relation que j'ai avec la Vierge Marie, qui est définie par les actions que je fais, c'est ça dont j'ai l'expérience. En fait, quand je suis en train de faire ça, je suis en train de mettre en place, au travers de mes actions, tout un réseau de relations
Il y a la pièce, il y a la bougie, il y a la flamme, il y a le statut, il y a la prière, il y a mon corps. Tout ça, ça forme un réseau de relations et moi je suis à l'intérieur. Et c'est donc cette expérience-là que j'ai, la relation avec la Vierge Marie. Je le vis, j'en ai l'expérience corporelle et personnelle. Donc le rituel, ça ne transmet pas un message, ça instaure un contexte ou un point de vue, ça me fournit avec une expérience à l'aune de laquelle je vais peut-être réévaluer qui je suis, ma position dans la vie, et peut-être ça aurait des incidences sur la façon que j'ai de parler par la suite, d'agir par la suite. Mais cette relation avec la Vierge Marie, c'est un peu spécial. Comment ça se fait que personne met la pièce, allume la chandelle face à la statue de la Vierge Marie et tourne le dos en priant au statut? C'est pas parce que j'ai l'idée en tête que la Vierge Marie n'aime que les gens polis. Hein? Non, c'est plutôt qu'en fait, en m'adressant à la Vierge Marie, au statut de la Vierge Marie, je fais quelque chose d'un peu compliqué. Moi, je ne suis pas un imbécile, je sais la différence entre la Vierge Marie et un bout de bois. Mais justement, dans ce cadre-là, ma relation, c'est plus compliqué. C'est à la fois avec cette entité, Vierge Marie, qui peut m'entendre partout, et en même temps avec cette statue matérielle. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, je fais la différence entre les entités et des objets matériels. Ben justement, dans le cadre de ce rituel, de cette suite d'actions-là, les statues et la Vierge Marie sont comme scrunchées ensemble, ils sont condensés dans une même relation qui fait que la relation que moi j'ai avec la Vierge Marie, elle est un peu difficile à préciser exactement, parce que ce n'est pas avec la Vierge Marie, c'est avec la Vierge Marie, trait d'union, statue, que j'ai cette relation-là. Et que, pourtant, je le vis intensément, j'en ai l'expérience personnelle, même si, conceptuellement, il y a une certaine incertitude. Donc, cette complexité-là, qui est le propre rituel, justement, elle est l'aptitude des rituels à devenir une sorte de grumeau indigeste, se rapporte aux relations condensées, compliquées, complexes, que définissent les actions qui sont prescrites, et donc il convient de faire à la façon qu'il convient de faire. Dans les pratiques rituelles de type New Age, néo-païen, le développement personnel, ça met en place cette complexité d'une façon totalement différente, et ça pose des grands problèmes pour les gens qui sont habitués à le type de ritualisation classique, dont, entre autres, des ethnologues. En fait, le problème avec ces pratiques rituelles New Age et néo-païens, c'est qu'ils ont parfaitement la gueule de rituel. C'est-à-dire qu'ils mobilisent un symbolisme, des entités surnaturelles en bagaille, c'est pas un problème, on peut leur reconnaître certaines fonctionnalités, soit personnelles, soit sociales, formation de groupe, catharsis pour des individus, tout ce qu'on veut, et surtout ils fournissent aux participants des expériences singulières à l'aune desquelles ils peuvent évaluer de façon renouvelée leur place, qui ils sont et leur place dans le monde. Le problème, c'est qu'ils ont une odeur bizarre. C'est des sortes de durian de la pratique cérémoniale. Et la raison pour laquelle, là d'où vient cette odeur, c'est que pour mettre en place cette complexité, en fait, ils travaillent non pas sur le comportement des acteurs, mais sur leur disposition. C'est-à-dire, typiquement, ces rituels reposent sur l'idée qu'il existe certaines façons de penser et de ressentir qui auraient une valeur et une efficacité en elles-mêmes. Un sentiment d'être en accord avec la nature, une ouverture à la dimension spirituelle des choses, une ouverture à autrui, ce genre de choses, un sentiment d'être faisant partie de la communauté, tous ces éléments-là, et que les actions ne sont que les moyens pour pouvoir engendrer et exprimer ces dispositions exemplaires. Si, par exemple, pour rendre quand même ressentir le fait que vous êtes un avec l'environnement qui nous entoure, ouvrez-vous, ne restez pas comme ça isolés, ouvrez-vous, devenez... Ou si pour vous, ce qui marche mieux, c'est de
c'est d'être en contact avec la terre nourricière. C'est bien, vous faites comme ça, parce qu'en fait, ce n'est que des moyens pour pouvoir faire émerger, pour que vous retrouvez certaines façons de sentir, certaines façons de penser. Donc, ce qui compte, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait permet de faire, c'est-à-dire d'engendrer et d'exprimer certaines pensées et certains ressentis. Donc, dans ce cadre-là, il ne faut pas répéter ce que d'autres auraient fait précédemment, ça c'est comme une sorte de coque vide, pas du tout approprié à qui moi je suis, il faut que je les adapte, les actions, chaque fois, en exerçant une capacité d'invention créative, de façon à retrouver en moi et de rendre manifeste aux autres et à moi-même ces façons de penser et façons de ressentir axiomatiques. Et pour ça, je mobilise, non pas comme modèle à suivre, mais comme ressource à exploiter, des éléments associés à des autres qui nous auraient précédés, qui sont caractérisés, qui sont les dépositaires en quelque sorte de ces façons d'agir et de penser plus authentiques que nous, on aurait perdu. Alors typiquement, ces autorités, ces autres, ça correspond à certaines représentations très conventionnelles. Ce sont soit des populations non occidentales, des moines tibétains, des chamans amérindiens, ce genre de choses. Soit c'est des populations des cultures pré-chrétiennes, c'est des prêtresses celtes, c'est des oracles de Delphes, ce genre de choses. Soit des extraterrestres, comme des maîtres ascensionnés qu'on a vus tout à l'heure, ou des anges, qui peuvent nous aider, nous, qui ont déjà dévancé dans le progrès et l'évolution de pleine conscience de soi. Soit c'est des aspects de soi-même qui sont normalement occultés. C'est, par exemple, mon moi intérieur, mon côté spirituel, mon enfant intérieur qui reste en moi et qui garde la spontanéité de l'enfance que moi, dans ma vie de tous les jours, j'enlève. Ben là, justement, c'est là qui devient une sorte d'autorité pour ces façons de ressentir et ces façons de penser que j'ai perdu dans la vie de tous les jours et que j'essaie de trouver en mobilisant certaines actions. Alors, prenons l'exemple, par exemple, de marcher sur le feu. Bon, ça c'est une sorte d'activité qui est prise, qu'on retrouve beaucoup dans le développement spirituel, pour approfondir une connaissance de soi, mais aussi pour souder une équipe de gens qui travaillent ensemble. Et en fait, il s'agit dans tous les cas de dépasser la peur. Et dans ces pratiques, l'idée, c'est qu'il faut que je retrouve le moi qui ne connaît pas la peur, car la peur, ce n'est que le résultat d'un travail de socialisation, que j'ai été mis sur des sortes de rails où je devais avoir peur de certaines choses, et j'ai perdu cette aptitude de reconnaître, ça marche très bien en anglais, fear, F-E-A-R, c'est false evidence appearing real. C'est-à-dire, c'est des données fausses mais en l'apparence de la réalité. Et moi, il faut que je retrouve cette moi intérieure pour pouvoir reconnaître que la peur, ce n'est rien. Je n'ai pas lieu d'avoir. Et donc, pour faire ça, les gens qui participent à ces week-ends de stage vont chanter ensemble de façon à retrouver sa place dans le collectif et ressentir derrière lui le collectif qui le soutient. Ils vont faire des méditations pour essayer d'approfondir retrouver cette moi qui ne connaît pas la peur. On va taper des tambours, des choses comme ça. On va se dévoiler les uns aux autres, car le véritable feu, c'est le feu intérieur. C'est ça et si on peut confronter le feu intérieur de cette peur de se dévoiler aux autres, en fait, de traverser le feu, de marcher sur le feu matériel, ce n'est rien. Donc on va faire toutes ces activités, et puis on arrive devant le feu, devant les braises, et là la personne qui dirige le workshop va dire quelque chose du genre « Bon, voilà, vous êtes devant les braises, visualisez
une sorte de long couloir avec des flammes qui montent sur le côté. C'est un peu curieux, hein? Je suis devant les braises et je dois les visualiser. Donc je vais... Et puis, lorsque vous entendez que le feu que vous invite, ben vous avancez. Et c'est ce que je fais. Et je vais marcher sur le feu. Et puis j'arrive au bout. Ouais! Et celui donc, qui dit ouais, c'est pas le moi intérieur qui connaît pas le peur. Hein? C'est le moi, Michael, qui aime la spaghetti bolognaise. Mais je suis en fait les deux à la fois. C'est-à-dire que ce dont j'ai l'expérience là, c'est d'être à la fois mon soi intérieur qui ne connaît pas le peur et dont la présence est rendue manifeste par mon action de marcher sur le feu, et je suis aussi le moi qui est affecté par cette action qui rend manifeste la chose que moi je suis aussi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, je suis dans une situation où je suis comme dédoublé. Je suis à la fois extraordinaire et ordinaire à la fois. Et l'essentiel de ces pratiques, il ne faut pas que je verse totalement dans l'extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que des gens qui se prennent comme pour Napoléon, Jésus-Christ, leur enfant intérieur, pour ça, point, il y en a plein. C'est pas ça. Le truc, c'est que je veux être cet être extraordinaire tout en restant moi-même. Et ça, c'est exceptionnel. Et ces rituels-là me donnent donc l'expérience, pour un certain temps, de vivre cet état dédoublé où je suis plus que ce que je ne parais être, sans cesser d'être qui je suis. Et du coup, là, je suis en train d'avoir une identité assez complexe, et effectivement, l'identité, disons la complexité rituelle dans ces rituels-là, ne marche plus sur les relations, ne réside pas dans les relations un peu complexes avec la Vierge Marie, trait d'union, statue, que mettent en place les actions. Ça réside plutôt dans les identités complexes, refractées, dilatées, que je vis, que met en place tout ce jeu sur la disposition, où moi-même j'essaye de ressentir, expressément, de ressentir certaines choses de façon à agir, de sorte que ça me touche, moi qui ai engendré les... Alors, pour parler de ces deux types de processus de ritualisation, où on engendre une complexité, où dans les deux cas, ça s'impose comme des expériences qui ne se confondent difficilement avec la vie de tous les jours, simplement parce que ça combine des choses qui, normalement, dans la vie de tous les jours, sont séparées. Dans un cas, des relations, par exemple, avec des entités et puis avec un objet matériel. Dans le deuxième cas, moi qui aime la spaghetti bolognaise et moi qui a une sorte de moi intérieur qui ne connaît pas le peur, scrunché dans une même personne. Le problème, c'est que le vocabulaire pour parler de ça, elle est pipée, quoi. C'est traditionnel, contemporain, classique, canonique, nouveau. Il faut larguer tout ça. Donc moi, je propose, en fait, un vocabulaire qui est hérité d'un bande dessinée de Gary Lawson, qui fait ressortir à la fois combien il est facile de méconnaître ces deuxièmes types de rituels comme étant des vrais rituels, et l'intérêt qu'il peut avoir, effectivement, à l'avoir comme ça. Alors, je ne vois pas le truc. Est-ce qu'on voit? En gros, c'est Natou et son copain qui voient débarquer donc les extraterrestres sous forme de cactus et qui disent oh, « Je n'ai jamais vu une chose pareille ». Et beaucoup d'ethnologues se trouvent dans cette situation-là où les rituels de type New Age et néo-païen, marchant sur des principes totalement différents que des rituels de type classique, ont cette attitude oh, « J'ai jamais vu un truc pareil, ça ne peut pas être un rituel ». D'où l'odeur d'Orient. OK. Alors, combien de temps? C'est bien. Donc moi, je vais parler de rituels, ou de processus de ritualisation ours polaire, qui serait de type aisément reconnaissable par Natou et son copain, par opposition à des rituels et des processus de ritualisation cactus,
qui leur paraît totalement bizarres, hein, mais que justement ne sont peut-être pas si bizarres que ça pour nous qui voyons et qui connaissons des cactus. Et je voudrais donc exposer deux types de rituels, deux rituels, un à fond ours polaire, un autre à fond cactus, sur un même thème qui est la célébration des premières règles, et les deux tirés donc de l'Occident contemporain. Donc le premier, c'est la gifle menstruelle. Alors, bon, c'est vrai que c'est en une certaine diminution, mais il y a énormément de gens en fait qui ont vécu ça ou qui ont entendu parler de ça. Grosso modo, c'est une jeune fille qui a ses premières règles, qui va retrouver sa mère ou éventuellement sa grand-mère, qui lui annonce la nouvelle. La mère la félicite, la prend chaleureusement et lui donne une gifle. La fille dit « Mais c'est quoi ça ?» Elle ne comprend rien. « Pourquoi tu m'as fait ça ?» Et la mère, étonnamment, a très peu de réponses. C'est-à-dire, la mère dit ben, « C'est la tradition, on fait comme ça, quoi. » Ou même moi, ma propre mère me l'a fait, et c'est normal que moi je te le fais aussi. Ou éventuellement, on dit « Oui, ben, ça donne les joues roses. » On va regarder un petit film. Donc j'ai été d'un film, d'un petit extrait, donc mise en scène de Diablo Monde. Ça y est. Maman! Ça y est, je les ai, j'ai mes règles. Ma chérie. Mais c'est une tradition, on fait toujours ça aux filles. Ça donne bonne mine pour toute la vie. Mais il faut pas que tu pleures. Mon boubelé, t'es une grande fille maintenant. Ouais, on va la regarder une deuxième fois. Mais vous voyez déjà, de côté ours polaire, c'est la condensation. T'es une grande fille maintenant. Ça y est. Maman! Ça y est, je les ai, j'ai mes règles. Ma chérie. Mais c'est une tradition, on fait toujours ça aux filles. Ça donne bonne mine pour toute la vie. Mais il faut pas que tu pleures. Mon boubelé, t'es une grande fille maintenant. Mon boubelé est une grande fille maintenant. Alors, encore une fois, hein, non mais je vais là, on a la condensation, c'est une sorte de relation dans un... Bon, alors, il y a un symbolisme hein, qu'on peut exploiter là-dedans. Il y a toute l'idée... bon, je ne vais pas passer longtemps là-dessus, le fil de l'idée de la baffe qui réveille un nouveau état, avec les joues roses, c'est une sorte de système hydraulique. Hein. On est en train de perdre du sang par le bas, je te fais ça, ça fait des joues roses. Hein, c'est des trucs comme ça. Il y a une sorte de le bas du... Non, mais on peut faire des trucs sur le symbolisme de l'épisode, mais qui n'est pas faux. Hein, mais la vraie complexité de cet moment, c'est en fait une complexité émotionnelle et relationnelle. Il y a une sorte de mélange de la fierté avec les félicitations et la punition et la honte et le réconfort. On parle quand même de perte de sang, là, l'accès au pouvoir procréateur. Il y a cette histoire de continuité, de confiance entre mère-fille et en même temps trahison violente de ce conflit. C'est vraiment compliqué. S'il y a un côté opaque, obscur, c'est-à-dire que là, ce que cette action prescrite qui convient de faire la façon qui convient de le faire, donc, construit, c'est une relation rituelle entre mère et fille. Et la nature de cette relation est difficile à rendre intelligible en termes de façon de faire ordinaire. C'est pour ça qu'il est condensé, il scrunché des choses contraires ensemble, qui fait qu'il garde toute son opacité. Et en plus, je veux dire que d'un côté, c'est une relation symétrique, c'est quand même une reconnaissance par la mère, désormais d'une certaine égalité avec la fille, dans la mesure que la fille accède maintenant à la capacité de procréation qu'avait jusqu'alors la mère. En même temps, c'est clairement asymétrique, hein, c'est-à-dire qu'il y a une relation parent-enfant
qui se trouve vécu dans cette histoire de baffe, et c'est pour ça que ça peut être pris si facilement pour une punition. Il y a même l'idée que si la fille, si les aptitudes à procréer de la fille sont en ascendance, peut-être celles de la mère sont en diminution. C'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de sociétés, inclus la nôtre, dans laquelle féminité et maternité sont vus comme deux aspects d'une même chose. C'est l'idée qu'en fait, c'est un jeu à somme nulle. Pour chaque gagnant, il y a forcément un perdant. Et qu'on s'attendrait à ce que lorsque la fille commence à procréer, la mère, justement, procrée moins. C'est quelque chose sur lequel a pas mal travaillé Françoise Héritier. Mais de toutes les façons, l'essentiel, c'est que c'est une expérience hautement évocatrice. L'esprit est vraiment saisi, et puis engageante corporellement, et en même temps extrêmement difficile à comprendre. Et ça, c'est typique de ce premier type de ritualisation ours polaire, où en fait, c'est les actions qui construisent une relation qu'on ressent, qu'on expérimente de façon indéniable, mais dans la nature exacte nous échappe. Mais c'est indéniablement vécu en même temps. Et donc l'esprit peut essayer de trouver du sens là-dedans, et souvent, les femmes sur l'Internet essayent de trouver du sens, et que c'est assez difficile parce qu'elles trouvent des explications, peut-être c'est pour prévenir contre le fait de coucher, parce que maintenant on peut avoir l'enfant, peut-être c'est une expression du destin douloureux de la femme de façon générale, mais à tous les coups, ces explications ne sont pas à la hauteur de l'expérience qu'elles ont vécue, qui du coup reste entière et assez énigmatique. En même temps, c'est évident que cette expérience-là devient une sorte de pierre de touche pour les gens qui l'ont expérimenté de qu'est-ce que ça veut dire de devenir femme. Et là, il y a tout un tas d'enjeux et d'idées, de valeurs qui sont véhiculées par ce rituel, qui en gros tournent autour du fait que maternité et féminité sont assez indissociables. Il y a le lien mère-fille comme le lien privilégié pour la transmission du fait de devenir femme, et que c'est un lien problématique. Il y a une absence totale d'hommes, ici, exprès, toujours, que la procréation et la violence peut-être vont ensemble. Alors, ce n'est pas les idées neuves, c'est-à-dire que ces idées-là, on le trouve dans notre culture, c'est des idées qui sont véhiculées par plein de choses, sauf ici, ils sont impactés, conditionnés sous une forme assez spécifique, assez particulière, c'est-à-dire sous une forme éminemment transmissible. En fait, il suffit de le faire, et lorsqu'on le fait, on a tous ces idées qui viennent avec. Mais là, il suffit de faire les actions. C'est comme un fichier zippé. C'est-à-dire que c'est pas expliqué, c'est pas facilement intelligible, mais on a toutes les idées et les valeurs culturelles qui nous sont chères, qui sont véhiculées par le simple fait d'accomplir certaines actions. Alors maintenant, je voudrais regarder un deuxième film pour les cérémonies des premières règles, et là, de type totalement cactus. Alors là, c'est une cérémonie, il y en a plein de ce genre, ça s'appelle des cérémonies de première sang, de première lune, des womanings, des féminisations, des fêtes rouges. Ça peut être fait par des collectifs qui ont une certaine tradition, que les filles de la communauté doivent subir certains rituels. Mais le plus souvent, c'est des individus, femmes, des mères, qui, n'ayant pas nécessairement très bien vécu leurs premières règles, elles veulent s'assurer, lorsque leurs propres filles sont d'âge à avoir des règles, que cette expérience, ça soit une expérience positive, empowering, lui permet... Bon. Et du coup, pour faire ça, elle bricole une petite cérémonie en puisant dans des livres. Vous allez sur Rituels et menstruation sur Amazon, il y a 50 titres, par exemple, sur des kits sur Internet, qu'on en trouve plein de kits. On peut faire appel à des ritualistes locaux, c'est le cas dans ce film. Alors, toutes ces célébrations, il y a des éléments qui reviennent. Il y a souvent un autel avec des petits objets, des petites déesses, des petits coquillages, des roses, des trucs comme ça.
Il y a généralement le fait que la fille doit abandonner un jouet, avec l'idée que voilà, elle abandonne son enfance. Très souvent, c'est là où les pères interviennent. C'est-à-dire que la fille abandonne ce jouet en le confiant à son père qui dit « Ma chérie, je garde ton enfance avec moi et maintenant je te donne à ta mère pour que tu deviennes une femme, mais ton enfance sera toujours avec moi. » Il y a des moments de transition. On porte des robes blanches, et puis on porte des robes rouges, où on passe de la cercle des jeunes filles à la cercle des femmes, ou ce genre de choses. Il y a généralement des dons qui sont donnés aux filles en question. Il y a généralement les femmes qui sont présentes, qui racontent des histoires, soit sur des règles, soit sur le fait d'être femme. Très souvent, il y a une sorte de mise en scène d'un détachement avec la mère, une particulièrement jolie, c'est on attache la mère et la fille ensemble dans un champ et on dit qu'il faut courir maintenant. Et évidemment, la fille court plus vite que la mère et du coup, à un moment donné, elle se détache et elle continue comme ça. Et généralement, il y a des cadeaux, et ça se termine généralement avec une sorte de festin de nourriture que rouge. Des beignets à la framboise. Bon. Alors, on va regarder donc le deuxième film, qui est un film qui était fait par Michel Fellous. Ça concerne une jeune fille à Seattle, aux États-Unis. Il se trouve, elle, sa mère, une autre fille qui va être son parrain, qui a passé ce même rituel il y a 2 ans avant, la mère de cette fille-là, une autre amie, et une sorte de ritualiste, vous allez voir, qui joue le tambour. Et ça se fait donc dans le salon, là où habitent la mère et la fille. So this evening we honor Teresa's first step in becoming a woman. Suma Elan et sa fille Teresa, Portland, voilà, États-Unis. Ça c'est la fille en blanc, la mère est à gauche, et à sa droite et à sa gauche, c'est sa marraine. Hein? Tan, 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 tan. Là, amérindien à tous les coups. Hein? Elle dit, la terre, c'est mon corps, l'eau, c'est mon sang, l'air, c'est mon souffle, le feu, c'est mon esprit. On se purifie avec de la sauge de montagne. Là, il y a un moment de méditation où tout le monde essaye de retrouver la force. Ah, le jouet, la force du magma, hein, de la terre. On essaie d'amener son esprit dans ce magma bouillant qui est en train de monter en surface. Là, la fille part dans la nuit. Elle doit chercher quelque chose, trouver quelque chose qui, pour elle, symbolise ce moment. Et elle revient. Elle passe sous les bras, avec la musique, sous les bras des femmes, et elle rentre dans l'endroit le plus sacré de l'espace domestique chez les Américains, qui est le salle de bain. Et là, elle va se nettoyer, elle va prendre une douche à l'aide de sa marraine, se coiffer, se maquiller, autant de choses qu'elle veut. Et pendant ce temps, la mère, avec les autres femmes, et les autres disent, Sema, c'est son nom de la mère. Elle est en train d'abandonner ça. The past relationship with her. Suma is letting go of the past relationship with her. Let me try that color. I love that. Alors, entre-temps, pendant que tout ça se passe là, c'est super. Control over Teresa. Suma is letting go of control over Teresa. Envy and jealousy of my own children. I like that stuff that you put on there. Suma is letting go of envy and jealousy for her own children. We're opening up. Alors, maintenant, donc, à quoi tu t'ouvres? À ma propre vieillissement, Sima est en train de s'ouvrir à sa propre vieillissement. Elle revient. On lui a confectionné une couronne entre-temps. On lui met ce couronne, on lui dit bienvenue à la cercle des femmes, bienvenue en tant que femme.
et on lui donne un nouveau nom. As a woman. And welcome to the circle of women. Son nouveau nom, c'est Morning Evening Star, donc c'est l'étoile du soir. Nos vrais noms sont Teresa. Du coup, on va chanter Teresa, étoile du soir. Peut-être encore lui un truc. Voilà, j'ai coupé un peu le commentaire, juste pour avoir, je voulais avoir ce dernier regard entre la mère et la fille. Donc, c'est un extrait donc, de ce film. Alors, face à ça, c'est évident c'est un autre truc, quoi. C'est un autre ton. Lorsque moi j'ai commencé à travailler sur ce type de rituel, j'étais très frappé par le fait que j'avais deux réactions. D'un côté, je trouvais que les gens, ils étaient des niais. Hein, c'est-à-dire, je comprenais très bien, et je crois que beaucoup de gens comprennent les valeurs et les idées qu'on veut faire passer, mais j'ai eu énormément de mal à comprendre comment les gens ils peuvent se prendre au sérieux, quoi. Bon. Et que du coup, pour le faire, il faut que vraiment ils soient d'une naïveté accablante. Et d'un autre côté, en même temps, j'avais comme l'idée qu'il y avait forcément un autre agenda. Soit la séduction, soit des questions de pouvoir, soit le gain commercial. L'autre problème, c'est que je ressentais les deux à la fois. C'est-à-dire que je peux comprendre que les gens soient suffisamment naïfs pour pouvoir faire n'importe quoi. Je comprends qu'il y a des gens qui cherchent à manipuler d'autres, mais des naïfs manipulateurs... ça marche moins bien. Et du coup, cette sentiment un peu de « mais qu'est-ce qui se passe là ?» C'est comme si les gens étaient en train de mettre en scène une scène manifestement apprêtée dont ils se voulaient eux-mêmes les premiers destinataires. C'était un peu étrange comme truc. Et pour moi, c'est une sorte de marqueur de la complexité qui est en train de se jouer dans ce type de scène. Ce qui est très frappant là-dedans, c'est combien l'action, surtout contrastée au premier cas, est plat, c'est transparent, c'est immédiatement accessible, on comprend tout. Hein? C'est-à-dire que c'est des trucs inhabituels, mais c'est pas inintelligible. Hein? Et les gens qui font ces rituels, au cours du rituel, font énormément d'efforts pour rendre explicite ce qu'on fait. Le propre de tous ces types de rituels-là, c'est les gens, ils n'arrêtent pas de causer. Et blablabla, bla, 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 ils écrivent des bouquins, ils expliquent si on fait ça, c'est quand je bois des deux côtés, c'est que justement je suis en train de m'équilibrer intérieurement avec les eaux de la terre des deux côtés, par exemple. C'est-à-dire, il y a tout un effort d'aplatir au possible le truc. Eh bien, c'est justement parce qu'en fait, ce n'est pas dans les actions qu'il faut chercher quelque chose. Les actions ne sont que des moyens. Et du coup, il y a intérêt que les actions qui sont des moyens, qu'ils soient aussi intelligibles que possible. C'est-à-dire, ce ne sont que des instruments. Ce n'est pas censé avoir une valeur en soi, les instruments. Et ces instruments, ils servent à faire quelque chose, et c'est ça qui a une valeur. Et justement ici, on fait des actions pour pouvoir engendrer et exprimer certaines dispositions, le fait d'accéder à une féminité entière, fière, dans la communauté des femmes, avec d'autres. Bon, il y a plein de choses. Alors, quand les femmes font ce type de rituel-là, elles n'essayent pas d'agir à la façon de répéter, de reproduire la façon que, par exemple, des prêtresses celtes ou des femmes sages Hopis auraient fait. Hein. Beaucoup de gens, ils lisent beaucoup d'ethnologie, hein, beaucoup de folklore. Ils savent très bien ce que font les rites d'initiation, par exemple, Hopis. Elles essayent de reproduire l'esprit dans lequel les Hopis ou les prêtresses celtes auraient fait ce qu'ils auraient fait. C'est-à-dire qu'ils n'essaient pas de faire ce que d'autres avant eux ont fait,
ils essayent de devenir ce que d'autres avant eux ont été, c'est-à-dire de retrouver en eux certaines façons de penser et certaines façons de ressentir qui ont une valeur exemplaire. Et du coup, on agit pour faire ça. Alors ici aussi, on a cette sorte de refraction, parce que pendant que la fille est dehors, elle confectionne donc cette couronne, où là, elles essayent de retrouver, par exemple, cet esprit attribuable à des femmes sages, amérindiens, par exemple. Donc elles essayent de retrouver en elles, justement, des dispositions qui ne sont pas leurs dispositions d'ordinaire. De retrouver cette sorte d'ouverture aux mouvances de la vie. Et puis, lorsqu'elles mettent la couronne sur la fille, ça les touche. Elles, ça ne touche pas la prêtresse celte, ça touche elles. Donc elles sont, encore une fois, dans les deux positions en même temps. C'est-à-dire à la fois celle dans la personnification de certaines valeurs, certaines façons de penser, certaines façons de ressentir axiomatiques, s'expriment au travers des actions, et en même temps celles qui sont touchées par les actions qui exprimeraient ce qu'elles s'efforcent d'être. Donc il y a cette sorte de... Et ça, c'est extraordinaire. Là, c'est être à la fois extraordinaire et ordinaire à la fois. Et les gens, ils le font avec des entités, des archanges, plein de choses, et en même temps, les unes avec les autres. On est toujours dans ces rituels en train de se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire en conditionnant ce qu'on fait en fonction de ce qu'on ressent, que l'autre puisse ressentir. Et du coup, il y a cette sorte de réverbération très forte qui fait que c'est des moments émotionnels très intenses, et encore une fois, où tout le monde vit cet état, cette identité rituellement engendrée d'exception, où je suis devenu extraordinaire tout en restant moi-même. Je suis plus que je ne semble être, tout en étant fidèle à ce que je suis. Je ne tombe pas dans le panneau, je ne me prends pas pour une femme sage Hopi. Non. C'est pas plus que lorsque je marche sur les braises, je ne me mets pas à dire bah, tiens, puisque je suis un enfant qui ne connaît pas la peur, je vais rouler carrément dans les braises. Non, on ne fait pas ça. Il faut garder cette tension-là. Et du coup, une façon de garder la tension entre mon moi extraordinaire et mon moi ordinaire, qui sont tous les deux co-présentes, la réflexivité joue un rôle important. Je dois être conscient du fait que, justement, j'essaye de faire ça. Et en étant conscient du fait que je suis en train de vouloir être extraordinaire, ah bon? Mais qui essaye? L'extraordinaire? Non, l'ordinaire. Ah bon, d'accord. Donc je suis extraordinaire, mais parce que j'ai ordinaire à essayer de l'être. Vous voyez, je garde les deux également présentes, et c'est ça l'expérience que ces rituels offrent. Alors, je voudrais, juste pour terminer, vous offrir une sorte d'expérience pratique de cette sorte de processus de refraction. Où est-ce que c'est moi, c'est pas moi là. Alors, c'est un petit film qui est fait dans le mouvance de comment ça s'appelle, la loi de l'attraction. Vous voyez ce que c'est un peu comme c'est la version imagée de la méthode Coué. En gros, vous voyez ce que c'est la méthode Coué? C'est bon, je vais de mieux en mieux de toutes les façons, de tous les jours. Je dis ça 20 fois le matin, 20 fois le soir, je vais mieux. Ou je me sens mieux, en tout cas. Et là, l'idée, c'est que si j'arrive à avoir une image aussi précise que possible de ce que je voudrais, le fait de constituer cette image va aider à le faire advenir. L'idée, c'est qu'en grosso modo, la théorie, c'est que dans l'univers, tout est vibratoire. Le masse, la matière et l'énergie sont convertibles l'un à l'autre. Du coup, ma pensée peut avoir un effet sur le monde matériel. Et du coup, si je pense de façon très claire, eh bien, ça aiderait à faire advenir cette chose auquel je pense. Et puis, du coup, ce qui est bien, c'est que je me fabrique un petit film, par exemple, où je mets en scène ces sortes de choses,
Et je le mets sur l'Internet, du coup je ne suis pas le seul à le penser. Il y a d'autres gens qui le voient. Et bien tout ça, ça aide à faire advenir cette chose. Et donc il y a un film qui est fait plutôt par une boîte qui vend le bouquin, pour apprendre à faire ça, mais qui est un film dans lequel, en le regardant, le problème, alors ce n'est pas un rituel, mais c'est ce même type de refraction, de dédoublement, de cette sorte de... Mon problème, c'est qui parle à ce moment-là. Alors, on va regarder le film. Comme tout exercice, on en tire le plus si on en met plus. Hein. Du coup, ça ne fait pas de mal. Hein. Je vous invite à vous laisser aller et à simplement regarder, mais en étant sensible aux émotions, aux sentiments que vous pouvez avoir. Ça s'appelle le secret. Aujourd'hui, c'est le début de ma nouvelle vie. Je redémarre aujourd'hui. Toutes les bonnes choses viennent vers moi. Je suis reconnaissant d'être vivant. Vous voyez le truc, je dis ça et c'est moi. Oh, je suis dans l'écran? Non. Je vois la beauté qui m'entoure. Je vis avec passion et volonté. Je prends le temps de rire et de jouer chaque jour. Je suis éveillé, énergisé et vivant. C'est dingue comme photo, non? Pour ça. Mais bon. En tout cas, là on est dans les... Je focalise sur les bonnes choses. Ça, c'est les façons de penser et de ressentir axiomatiques qui ont une valeur, qui auraient une valeur en elles-mêmes. Je remercie pour tout ce qui vient. Je suis en paix et uni avec tout. Je ressens l'amour, la joie, l'abondance. Je suis libre pour être moi-même. Quoi d'autre? Non, mais c'est des paroles qui sont extraordinaires. Je suis la magnificence en forme humaine. Bon, là, on amène les non-occidentaux, les primitifs. Je suis la perfection de la vie. Ah, là, c'est vrai. Je suis si reconnaissant d'être moi. Bon. Alors, c'est un tout petit peu trop, c'est vrai. Mais, vous voyez cette sorte de dynamique dans laquelle on est pris? C'est-à-dire qu'en réalité, et puis tout est fait. J'ai la musique qui m'accompagne, j'ai les mots qui s'éclairent, qui font comme ça, qui fait que je suis, qui fait que je le dis, je le lis, en lisant, je le dis. Mais qui dit? Vous voyez le problème? C'est-à-dire qu'autant dans les rituels de type ours polaire, la question qui est difficile à déterminer exprès, c'est qu'est-ce qu'on fait exactement, hein? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais justement, c'est trouble. Tandis que dans ces rituels-là, ce qu'on fait est très clair. La question qui reste un peu en suspens, c'est qui le fait? Et que du coup, il y a cette sorte de côté troublé, mais qui est troublé, et ça veut dire quoi, troublé? Ça veut dire complexe, à même de pouvoir s'instaurer comme une expérience qui n'est pas réductible à une expérience quotidienne, c'est-à-dire qui s'impose comme une expérience d'exception, rituelle, justement. C'est le jeu plutôt sur les identités, sur j'acquiers des états de sujet. J'ai l'expérience d'avoir cette identité extraordinaire, juste quelque temps, comme dans les rituels, je suis en train d'acquérir la possibilité d'avoir une relation extraordinaire avec une entité extraordinaire qui est la Vierge Marie, trait d'union, statue. Tandis qu'ici, ce n'est pas des relations avec des entités extraordinaires que j'ai, je deviens en partie extraordinaire moi-même tout en restant ordinaire. Ok, peut-être on va s'arrêter là et puis on discute.
Vous avez des questions, des commentaires? Des questions, des commentaires de ce genre de choses? Oh. Ah, ça y est. Oui. Oui, bonjour. J'avais juste une question par rapport à tous ces rituels comme ça que vous décrivez, New Age, etc. Je voulais savoir si ça ne pouvait pas aussi être vu comme un symptôme du ralentissement des religions, par exemple, parce que beaucoup de ces rituels étaient en fait pris en charge autrefois par l'aspect religieux, et on retrouve beaucoup des thématiques d'ailleurs communes aux grandes religions, le fait de se purifier, d'être impur à la base donc, et d'avoir accès comme ça à une spiritualité supérieure. Oui, je crois que de toute façon, c'est clair que, comment dire, que ces rituels-là ne sortent pas de rien. On est dans une longue tradition qui va avec, je sais pas, du piétisme protestant, le romantisme, toute la généralisation de la lecture fictionnelle, la mode, la publicité, le spiritisme, l'hypnose, la psychothérapie, plein d'éléments qui en fait sont en résonance avec ce type de rituel-là, qui fait qu'effectivement cette montée du cactus qui est là depuis un bout de temps et qui se met en place de façon de plus en plus systématique, était auparavant, disons, on était en présence plutôt des rituels de type ours polaire. Et que là, oui, je crois que l'intéressant, c'est que dans le cas des rituels ours polaires, ce qu'on vise, encore une fois, c'est de rentrer en relation avec de construire des relations rituelles avec les uns les autres qui participent au rituel, mais aussi avec des entités un peu exceptionnelles. Et je crois que ça a à voir avec, disons qu'une ritualisation comme ça est très bien adaptée à une façon de se penser. Qu'est-ce que c'est que mon identité? C'est avoir une identité relationnelle dans laquelle je suis père, oncle, fils, voisin, etc. Et c'est ça, c'est l'ensemble de mes relations qui en fait se retrouvent en moi. Qui me compose en quelque sorte. Et ces rituels-là qui marchent sur les relations au travers des actions modulent cet fait-là en m'offrant donc des expériences de moi, mais qui reposent sur la mise en place de relations un peu exceptionnelles. Les cactus, elles marchent très bien justement pour une idée de l'identité qui correspond à ma personne physique, par exemple, à mon individualité, que j'aurais, toute ma personne serait en moi, en quelque sorte. Et du coup, toutes ces sortes de relations avec des entités un peu exceptionnelles, c'est comme si, en fait, c'est des relations entre des parties de moi-même. Alors moi, personnellement, je résiste à cette idée que je puisse avoir une relation avec moi. Du coup, j'ai besoin d'autres. Du coup, je le comprends plutôt comme une sorte de présence complexe de moi-même. Je suis plusieurs, je suis multiple, je suis complexe à l'intérieur. Mais c'est évident que ces deux choses ne sont pas incompatibles. Mais dans notre histoire culturelle à nous, je crois qu'effectivement, il y a une sorte de montée depuis longtemps de ce type de pratiques qui en fait a des résonances elles sont très proches de beaucoup d'autres activités que nous on estime beaucoup plus banales, des médecines alternatives, la psychothérapie, ou cette sorte de refraction. Je me mets dans des positions autres que ce que je suis habituellement pour justement faire des choses qui ont un impact, qui est ce que je suis. Je veux dire qu'il y a le coaching, le télé-réalité, le végétariat, le tourisme culturel, je sais pas, les régimes purificatrices. Je veux dire que tous ces phénomènes-là que nous, on n'associe pas comme rituels, en fait, participent à ce genre de choses. Du coup, c'est oui, mais en fait, c'est plutôt toute la culture qui ensemble, oui, qui évolue.
Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur la différence entre la sociologie et l'ethnologie? Parce que moi, personnellement, je suis venu pour l'ethnologie et je suis surpris. D'ailleurs, c'est écrit partout, l'ethnologie va vous surprendre, parce que j'ai l'impression qu'on ne parle plus avec des ethnologues, on ne parle plus d'ethnie, on ne parle plus de la diversité des peuples, on ne parle que de la société occidentale, de la société qui homogénéise tout, de la société qui fait disparaître le pluriel des cultures. Et vous en êtes un autre exemple, parce que j'ai l'impression que vous n'avez parlé que de sociologie. Et quel est le but de cette publicité pour la société moderne et cette disparition des sociétés extrêmement menacées? J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait encore 6900 langues différentes sur Terre, donc 6900 peuples différents sur Terre. Et on ne nous parle d'aucun de ces peuples, on ne nous fait que de la publicité finalement pour le monde moderne. Or, hier, à votre place, il y avait M. Bruno Latour qui nous a recommandé de venir vous entendre. Et M. Bruno Latour nous a bien expliqué que le monde industriel nous menait à une planète inhabitable, que donc nous étions porteurs d'une société extrêmement dangereuse. Et ça devrait être précisément le moment de nous intéresser à nouveau à d'autres sociétés qui avaient d'autres façons de voir le monde et peut-être des façons plus aptes à nous mener vers un mode de vie soutenable. Et donc voilà, je suis perplexe face à cette disparition de l'ethnologie dans le musée du Quai Branly. J'ai vu que vous n'étiez pas une exception. Quasiment tout ce qui est programmé ici n'a plus rien à voir, à mon avis, avec l'ethnologie. Alors, expliquez-moi cette différence entre ethnologie et sociologie. Merci. D'accord, merci. En fait, il y a plusieurs choses là-dedans. Je crois que la grande différence, c'est que l'ethnologie, qui traditionnellement s'est construit tous ces outils et ces façons d'analyser à partir d'une configuration de société villageoise dans laquelle tout était, ça formait un petit tout, et que du coup, l'ethnologie... grosso modo, pour vous dire ça rapidement, les explications causales ne marchent pas très bien en ethnologie, parce que tout est lié à tout et réciproquement. Du coup, c'est plutôt la forme que prennent ces choses, et la forme, ça définit en gros les principes de construction culturelle de tel ou tel coin. Tandis que les sociologues, qui s'intéressent plutôt à des paramètres et combien certains phénomènes varient en fonction d'autres, et donc des variables, toute l'explication causale a beaucoup plus de prise. Alors évidemment, ça s'est doublé avec le fait que les ethnologues, jusqu'à relativement récemment, mais bon, pas si c'est récemment que ça, se sont intéressés surtout à des gens qui n'étaient pas des occidentaux. Tandis que les sociologues ont plutôt fait de l'ethnologie à la maison. Et l'ethnologie maintenant se penche effectivement de plus en plus sur des phénomènes culturels de type occidental. Je crois qu'une des raisons pour laquelle c'est le cas, et il y a plusieurs raisons, mais c'est la nécessité que ressentent maintenant les ethnologues de plus en plus de ne pas prendre la culture occidentale comme l'arrière-fond contre laquelle se dégageraient les autres cultures, comme si en fait, eux, c'est les seuls cas qui ont les cultures, et que nous, on serait comme le fond universel commun. Et cette idée-là, qui est une sorte un truc qui était véhiculé par toute la théorie de l'évolutionnisme, qui est notre religion de base, quoi. C'est-à-dire qu'on passe par certaines étapes, et qu'évidemment, c'est nous qui nous trouvons au bout de ces différentes étapes, et les autres peuples plutôt en arrière. Pour contrer ça, je crois qu'il y a un mouvement maintenant en anthropologie qui consiste à regarder l'Occident comme une culture comme une autre. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus vrai chez nous que chez d'autres, inversement. Et du coup, de savoir que ces types de pratiques sont construits d'une certaine façon, la façon qui sont construits peuvent être mises en regard de la façon que d'autres traditions construisent des rituels, permet de voir dans l'Occident, justement, ce n'est qu'une autre culture.
ce n'est pas la base d'une référence, ce n'est pas une sorte de plateforme à partir de laquelle on doit juger les autres. En fait, on doit pouvoir porter ce jugement sur nous. Et du coup, effectivement, ce que moi j'expose et ce que des ethnologues qui travaillent sur disons, le contemporain occidental essaient de faire, c'est mettre en relief des fonctionnements qui, du coup, ne peuvent pas simplement aller sans dire. C'est-à-dire qui relèvent de l'évidence. Et que pendant trop longtemps, on est parti de l'idée que ce qui était notre façon de voir, notre façon de vivre, c'était une évidence qui n'était pas objet à discuter. Et la seule façon de le rendre comme objet de discussion, c'est justement au moyen, et c'est ça que l'ethnologie fait et que la sociologie ne fait pas, c'est au moyen d'une comparaison. Donc, je crois qu'une des choses que l'ethnologie a en particulier, c'est d'être foncièrement comparative, ce que la sociologie n'est pas. Mais encore une fois, je crois que Bruno Latour a absolument raison. Encore une fois, ça, ce n'est pas une défense. Ce que moi j'ai voulu faire, ce n'était pas une défense des valeurs et des idées et des pratiques occidentales. C'est de défendre l'idée qu'on doit regarder de près comment ces pratiques et ces idées et ces valeurs fonctionnent, sont perpétuées, sont maintenues, deviennent agissants chez les gens. Et du coup, on peut les regarder de la même façon scientifique qu'on a tendance à regarder dans d'autres. Il faut que je dise quand même que les ethnologues ne s'occupent pas de ce type de rituel. C'est pratiquement personne. Et que ça commence à avoir un tout petit intérêt, mais généralement les ethnologues sont plutôt allergiques au type de rituel que j'ai montré là. Pour deux raisons. La première, c'est que ces rituels ne se font pas uniquement en Occident, ça se fait aussi sur des terrains extra-européens, en dehors de l'Amérique du Nord, en dehors de l'Australie. Et là, très souvent, les gens qui les pratiquent, et c'est le cas de personnes comme Antoinette Molinier ou Jacques Galinier qui ont étudié ça dans les Andes et au Mexique, les gens qui pratiquent qui font ces pratiques se réclament comme étant les vrais Indiens, les vrais héritiers d'une sagesse autochtone. Mais le problème, c'est que ces ethnologues en question, ils savent que les vrais Indiens, entre guillemets, ils sont toujours dans les bidonvilles, là où ils n'ont pas cessé d'être depuis 80 ans. Et en plus, ces personnes qui se réclament comme les vrais héritiers de l'indianité, par exemple, s'appuient justement sur les ouvrages de ces auteurs ethnologues pour le faire. Et du coup, là, non, ça passe pas, quoi. Et la deuxième chose, c'est que je crois que nous avons une idée de qu'est-ce que c'est, par exemple, pour mon propos, qu'est-ce que c'est que le rituel? Eh bien, le rituel, ça serait grosso modo, nous reconnaissons comme rituel les rituels de type ours polaire. Et que ça, c'est un, comment dire, moi je dirais, c'est un préjugé culturel. C'est parce que ce sont les rituels qui, chez nous comme ailleurs, ont jusqu'à là dominé la vie cérémonielle. Et il est important de réaliser qu'en fait, ça, c'est un artefact culturel. Et que lorsqu'on peut prendre les éléments de la vie, de notre vie contemporaine, comme des objets de recherche, là, on est en beaucoup meilleure posture pour pouvoir savoir les combattre si on veut les combattre, les défendre si on veut les défendre. Marche, voilà. Bonjour. J'étais très convaincu par votre façon de ne pas passer par la croyance pour expliquer et pour interpréter ces rituels, parce que si on s'en tient à dire que c'est de la croyance, on arrête la discussion finalement, puis on passe à autre chose. Donc là, justement, parler plutôt de la performativité des rituels et différencier, je trouve ça aussi très convaincant, les cactus et les ours polaires, ceux qui mettent en relation avec des entités, et d'autres qui sont vraiment plus une interrogation sur l'identité personnelle. Bon, tout ça, j'ai trouvé que ça marchait très bien. En fait, mon intervention, elle porte sur
sur un autre point que peut-être vous n'avez pas développé là. Moi, je travaille sur les relations entre l'art contemporain et l'anthropologie, l'usage que font les artistes et les commissaires d'exposition de l'anthropologie. Et il y a beaucoup dans ce domaine-là d'intérêt pour justement les choses que vous avez montrées. Il y a une sorte de retour à l'animisme, par exemple, dans l'art contemporain qui est frappant. Ou retour à l'animisme ou à l'analogisme façon Descola. Et il y a beaucoup d'artistes aussi que je connais qui se sont intéressés au chamanisme, à des choses comme ça. Et dans pas mal d'expositions ou de propos d'artistes ou de commissaires d'exposition, il y a souvent une idée qui revient tout le temps, c'est que ce retour, en fait, est un symptôme de la crise de la modernité, comme une sorte de contre-modernité qui apparaîtrait et qui se manifesterait par un retour à des valeurs plus spirituelles, plus traditionnelles, dont on peut analyser les sources comme vous le faites, et qui, du coup, montrerait la crise des valeurs de la modernité elle-même. C'est un gros mot, la modernité, évidemment, mais on voit très bien, par exemple, que le matérialisme, que la rationalité, disons, cartésienne, majoritaire dans la philosophie occidentale, tout ça n'a pas porté les fruits de la positivité et du progrès qu'on attendait jusqu'au XXe siècle et qui se manifeste aujourd'hui tous les jours. Voilà. Et donc je voulais savoir ce que vous pensiez de ce point de vue. Bon, merci. Ça aussi, c'est un truc compliqué. Je crois qu'il faut garder... tout d'abord, je crois qu'il faut garder à l'esprit que les rituels ne sont pas des réponses à quoi que ce soit. C'est plutôt des dispositifs qui entretiennent la pertinence de certaines questions. C'est-à-dire que, est-ce que je suis réductible à ma vie matérielle? Est-ce que je suis une personne, je peux être autonome, vraiment? Bon, ça, ce sont des types de questionnements qui sont le propre de notre culture, quoi. C'est-à-dire qu'on adhère ou pas, qu'on trouve intéressant ou pas à ce rituel-là, ce qui est étonnant, c'est que des phrases comme « devenir soi-même »,« retrouver sa vraie nature », on ne sait absolument pas de quoi on parle, mais on n'a aucun problème d'avoir une idée, oui, on voit bien, quoi. Non, mais c'est-à-dire qu'on baigne là-dedans, en réalité. Du coup, moi, ma tendance, ça serait que de ne pas voir ça comme une crise, mais de voir cette sorte de formulaire en termes de crise comme encore une expression, une modalité de cette idée qui est en Occident depuis très très longtemps, l'idée que nous avons des manques et des besoins. Ces manques et ces besoins sont issus de notre vie quotidienne et donc la vie quotidienne ne serait pas en mesure de pouvoir les combler. Mais on peut les combler avec un travail, avec un effort conscient de reconstruction de soi auquel chacun se doit d'engager, et notamment au travers des pratiques qui permettent de ressentir, ne serait-ce que de façon brève et de façon difficilement à définir mais intensément vécue, de ressentir ce qu'on se doit de devenir. Bon, ce paradigme-là, ça c'est l'Occident contemporain à fond, quoi. Non, je veux dire, ça, cette façon de penser, elle est la nôtre. Elle n'est pas, je ne dis pas qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise. Et ça, du coup, j'aurais tendance à voir cette sorte d'oscillation. Ce n'est pas faux. Je crois qu'il y a eu, avec la crise économique et plein d'autres choses, il y a eu une sorte de négociation entre, avec des désillusions de certaines aspirations matérialistes qui maintenant ne sont plus tenables. Mais j'aurais plutôt tendance à voir la continuité historique et du coup c'est le romantisme, pas très différent. Encore une fois, c'est
j'ai l'impression que ce que nous vivons actuellement acquiert une certaine, comment dire, une certaine consistance quand on le voit comme des phénomènes culturels et donc avec aucune nécessité en dehors des dispositifs de la perpétuation d'une culture. Je ne dis pas que c'est totalement réductible à ça, mais j'aurais tendance plutôt à le voir sous cet angle-là. Mettriez-vous la psychanalyse Oui, bon, la question, est-ce que je mettrais la psychanalyse? Totalement. Non, totalement. Non, mais c'est-à-dire que, encore une fois, la psychanalyse, la psychothérapie au sens très large, oui, c'est tout à fait un dispositif, pour moi, semblable. Je crois que la psychanalyse ou la psychothérapie, dans sa pratique, elle n'est pas rituelle, un point, c'est tout. Mais ce même mécanisme de la refraction pour pouvoir se retrouver qui on est, encore une fois, l'idée de se retrouver qui on est vraiment, ça, on ne se rend pas compte combien la spécificité culturelle de cette idée-là, combien c'est spécifique. Dans la grande majorité des endroits dans le monde, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que je vais découvrir? Je suis moi. Point. Non. Or, ce type de choses, avec ces entités qui, pour moi, sont tout à fait semblables aux autres entités que j'ai mentionnées, comme l'inconscient, comme ces sortes oui, en tout cas, oui. Je mettrai tout ça. Mais encore une fois, qui ne sort pas de rien. On sait très bien, la psychanalyse, ça ne sort pas de rien. Et puis là-dedans, je mettrai aussi tout le spiritisme mesmérien, le magnétisme animal, la psychanalyse qui agit contre ça, ensuite l'hypnose de la deuxième vague avec la méthode Coué et puis d'autres, de l'auto-hypnose. Je veux dire qu'on est tous dans une tradition, la pensée positive. Ce n'est que les dernières bulles, en quelque sorte, de cette vague, me semble-t-il. Mais encore une fois, ce n'est pas pour défendre la culture occidentale. Ce type de truc cactus, je ne crois pas que ça se limite à l'Occident. Je crois qu'on le retrouve dans le cadre d'autres rituels de type ours polaire à d'autres endroits. On a très peu étudié là-dessus parce qu'on ne l'a pas reconnu du tout comme un. En revanche, les Occidentaux contemporains, ils font ça mieux que n'importe qui. Ça, c'est notre truc, quoi. Voilà, je ne dis pas que c'est bon ou c'est mauvais, mais je veux dire qu'il y a des systèmes de parenté australiens de sous-sections et de sections terriblement compliquées. Cette petite façon de faire la parenté, les aborigènes australiens le font mieux que n'importe qui au monde. Et cette singularité-là ne veut pas dire que ce n'est pas aussi un système de parenté qui doit être comparé à d'autres. Mais nous, c'est la même chose. Ça, c'est notre truc fort qu'on développe à fort. C'est notre spécificité. Justement, ça ne veut pas dire que nous sommes, qu'on est une sorte on ne doit pas bénéficier d'un statut d'exception. Au contraire, on doit du coup comparer à d'autres façons de faire comme ça. Mais c'est sûr que nous, on est très très forts là-dessus. Bonjour. Du coup... excusez-moi, je ne vous vois pas. Où êtes-vous? Je suis là. Ah, pardon, excusez-moi. On est devenu donc très très fort suite à la satisfaction de nos besoins primaires pour se regarder le nombril et trouver qu'on a plein de problèmes. Et du coup, quel serait, à votre sens, je suis désolé, je n'arrive pas à vous entendre. Quelle serait du coup la limite de votre champ d'analyse? J'ai l'impression qu'elle recouvre tout, en fait. Oui. Et la deuxième question, c'est suite à l'intervention de monsieur,
par rapport aux croyances, que finalement, d'accord, les croyances ne sont pas analysables, mais leur résultat peut amener à un effet tangible, à la réalisation de choses par leur truchement. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour mon champ d'analyse, en fait, moi, je m'intéresse au principe de fonctionnement des pratiques rituelles. Bon. Comme vous avez pu voir, j'ai passé, bon, je ne vous ai pas dit, mais j'ai passé 20 ans à vouloir développer une certaine approche des pratiques rituelles, notamment avec un collègue, Carlos Evry, qui était axé sur les rituels de type ours polaire, qui sont plus ou moins les rituels canoniques, classiques que connaissent les esclaves. Le problème, c'est que notre approche, qui marchait super bien, non, c'était vraiment très très fort. C'était comme moi, j'imagine ça comme une sorte de perceuse multidimensionnelle avec plein d'embouts. Avec ça, j'ai pu défaire et refaire des montres, des bicyclettes, des ponts de suspension. Face à ces objets-là, ces ritualisations du type cactus, c'était comme si j'utilisais ma perceuse pour comprendre le principe de composition d'un gâteau. Comme ça. Et du coup, il fallait que je repense. Soit je dis, ah non, ce n'est pas des rituels du coup, parce que mon truc ne marche pas. Soit il faut que je repense qu'est-ce que c'est que du rituel. Et du coup, ça m'a amené à penser des trucs de rituel. Et du coup, quand je dis je m'intéresse en fait à la composition et le fonctionnement des pratiques rituelles, ben, ça n'empêche pas de redéfinir ces pratiques à inclure des phénomènes qui, autrement, de façon générale, sont écartés. Du coup, mais ça ne couvre pas rien. Ça ne couvre pas tout, du tout. Hein. C'est simplement que en citant la psychanalyse ou autre chose, je plaide pour une reconnaissance de la banalité de ces types de pratiques, du fait que ça fait partie intégrante de notre culture, en fait. Mais moi, je ne vais pas étudier ça. Je ne vais pas étudier toutes ces différentes formes. J'ai tendance à me centrer sur des événements plutôt circonscrits, où ces mêmes dynamiques s'expriment sous une forme particulièrement synthétique, particulièrement flagrante, et que du coup, pour moi, particulièrement facile à observer. Tandis que les mêmes choses peuvent s'exprimer de façon beaucoup plus diffuse dans plein d'autres phénomènes chez nous, mais que, bon, moi, je ne vais pas tellement travailler. Sur les croyances, bon, mon problème avec les croyances, mais c'est en partie une question de l'ego et les couleurs, quoi. J'ai pas accès aux croyances, c'est tout. J'ai pas accès direct. J'ai accès à ce que les gens disent, qu'ils pensent. J'ai accès à ce qu'ils disent, qu'ils pensent, ou je ne sais pas quoi, mais j'ai pas accès à ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent. Du coup, ça me gêne d'expliquer des trucs que je vois comme des façons d'agir en référence à des trucs auxquels je n'ai pas accès. Je trouve ça une mauvaise hygiène intellectuelle, quoi. C'est-à-dire que du coup, je vais partir de ces trucs-là qui sont pour moi et pour les gens qui le font un côté un peu plus incontestable que ce que les gens sont censés avoir dans la tête. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce qu'ils... À vrai dire, je ne sais même pas ce que ça veut dire d'avoir quelque chose dans la tête. Et du coup, maintenant, quand je fais des rituels, je peux agir... Hein, j'ai mis ma truc à la Vierge Marie, mon expérience de cette relation avec la Vierge Marie, trait d'union, statue-là, c'est à l'aune de cette expérience-là que je peux être amené à agir et à parler après le coup, en disant, bah tiens, je sais que bon, même si tu n'y crois pas, vas-y, mets une pièce à la Vierge Marie, ça te fera du bien, ou qui ferait que quelqu'un qui me regarderait et qui m'écouterait dirait, ah, il croit que la Vierge Marie écoute les gens qui mettent une pièce qui allume une chandelle. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que je crois ça.
J'ai dit que moi, j'ai vécu une expérience là, et cette expérience-là, depuis, je vois le monde différemment. Et maintenant, la façon que je vois le monde différemment, ben, c'est difficile à dire. Je le vois colorié par la relation que j'ai vécue avec la Vierge Marie. Je pourrais, ou quelqu'un pourrait, en me regardant, réduire ou systématiser cette sorte de coloration par une série de propositions qui seraient des croyances. Je crois que la Vierge Marie veille sur moi. Bon, je crois que... non. Mais je résiste à ça, je dois dire. Mais évidemment, ça tourne en rond. Parce que des gens qui vont dire, ben, un tel croit que la Vierge Marie est d'autant plus accessible si on met une pièce et on allume le truc, hein, ça va être convoqué pour pouvoir légitimer la perpétuation de certaines pratiques qui vont engendrer certaines expériences, qui vont entraîner des changements de façon de parler, de façon d'agir, qui vont être interprétables comme étant le reflet de certaines croyances, qui vont ensuite légitimer le fait de perpétuer la croyance, et puis ça se tourne. Donc, oui, tout se tient. Mais personnellement, j'ai du mal avec les croyances, parce que soit elles sont trop fortes, parce que j'ai jamais dit que la Vierge Marie m'écoute, que je crois que la Vierge Marie m'écoute particulièrement bien une fois que j'ai allumé le bougie. Hein? J'ai jamais dit ça. Et pourtant, et du coup, soit c'est trop fort, soit c'est trop faible dans la mesure que, oui, c'est un peu flottant, oui, je crois qu'il y a un Vierge Marie, mais je ne sais pas de quoi très bien il s'agit. Bon. Et du coup, j'ai du mal avec ces histoires de croyances. Maintenant, que la façon que les gens ressentent et pensent ont un effet, alors là, aucun problème. Mais moi, j'ai tendance à voir ça avec les histoires, par exemple, la façon que je m'engage avec mon bouteille d'eau, comment je fais attention à ce que je fais, quels sont les présupposés qui implicites, qui président le fait de donner un sens à mes actions, c'est en fonction de la façon que je pense et que je ressens. Du coup, que je fais attention à ceci ou de cette façon-là ou l'autre façon va changer. Mais disons que, un bout, je ne suis pas d'accord avec le principe du fonctionnement de la loi de l'attraction. Et d'un autre côté, je ne pense pas que les rituels sont des simples mises en acte de ce que les gens auraient dans la tête. Du coup, les croyances, j'ai tendance à les voir à ce bout-là. Et je préfère les trucs des pratiques et leurs propriétés performatives, génératives, un truc comme ça. Simplement parce que là, j'ai le truc en main, quoi. J'ai des vraies choses empiriques. Je voulais savoir quelles sont les nouvelles activités spirituelles qui sont vraiment à la mode à Paris. À la mode à Paris. Je ne sais pas, parce qu'en fait, non, mais c'est-à-dire, dans la réalité, moi, j'étudie un tout petit peu. Là, pour le moment, en ce moment, j'étudie la danse spirituelle. J'étudie le 5 rythmes, qui est une sorte de danse de transe pendant 2 heures. Les danses en cercle, comme les danses de la paix universelle, comme ça, et puis la biodanza, qui est cette sorte de danse où on rentre en lien avec soi-même au travers d'un lien avec l'autre et le groupe, et qui entre nous est à peine la danse. Hein. Parce que ce qu'on fait, on prend la main et on se promène avec la main, mais c'est compliqué, hein, parce qu'on est invité à regarder des gens. Mais comment il faut regarder quelqu'un ? Si je le regarde de façon intense, non, ça c'est totalement artificiel. Si je regarde comme ça, c'est artificiel. Il faut que je trouve ma façon naturelle de pouvoir regarder des gens. Mais j'ai mon truc naturel avant de venir. Du coup, je suis mis dans un truc artificiel, un dispositif artificiel, où je dois trouver ma façon naturelle d'être. Donc, c'est ma façon naturelle, entre guillemets. Et cette naturelle-là, elle est rituellement engendrée. Donc, moi, je travaille sur ce genre de choses pour la danse. Du coup, je connais un peu pour la danse spirituelle à Paris.
Mais pour le reste, rien du tout. Je veux dire qu'il y a plein de trucs de néo-chamanisme, il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Hein. Mais je ne crois pas que Paris est le centre, d'ailleurs, de ce truc-là, du tout. Ok, je crois qu'on va aller déjeuner. Merci beaucoup.